Deuxième partie de notre émission, territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires, vous le savez, sur tout le territoire français, et avec TV5 Monde. Et l'invité politique ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre en charge des relations avec le Parlement. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Denis Caro, le directeur des rédactions de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Bonjour Merci Cyril. d'être sur ce plateau ce matin. La dépêche titre « Ma lettre aux Français », c'est la une de la dépêche du Midi ce matin, Marc Fesneau, une longue lettre aux Français du président de la République. Alors est-ce que c'est une chance pour la France ou est-ce que c'est une opération de sauvetage plutôt ? Mais moi je crois que c'est une chance pour la France. C'est ce que je pense. Quand l'initiative a été lancée par le président de la République, j'ai pensé que ça pouvait être un moment qui permette aux Français de retrouver le sens du dialogue, de retrouver y compris le sens de la controverse, mais dans le champ public, si je peux dire, à l'échelon communal comme à d'autres échelons, parce que chacun inventera les échelons qu'il veut pour nouer ce dialogue. Et puis c'est une chance aussi pour essayer de construire un contrat de société sur un certain nombre de sujets. On y reviendra peut-être, qui sont ouverts par le président de la République. Je pense qu'on avait besoin de ce moment-là. C'était un moment assez inédit. Reconnaissons que ça n'a jamais été fait, en tout cas à ma connaissance, sous cette forme-là. Et donc il faut que les uns et les autres, que nous saisissions évidemment de la question, mais que les citoyens français se saisissent de la question, avec la capacité qu'il faut que nous ayons les uns et les autres à nous écouter, à dialoguer et à essayer de trouver des solutions ensemble, parce que c'est bien ça dont il est question. Marcelo Westfred. Alors le président dans sa lettre dit qu'aucune question n'est interdite. Absolument. Et pourtant, il y a un sujet qui revient, qui est un peu le leitmotiv des Gilets jaunes, c'est la question du rétablissement de l'ISF. Et pourtant, cette question est exclue. Alors pourquoi c'est tabou ? Non, la question de l'ISF en tant que telle n'est pas levée, mais la question de la justice fiscale est levée. Quand vous lisez sa lettre, il repose les questions qui sont posées par les Français. C'est est-ce qu'il y a trop d'impôts ? Est-ce qu'ils sont répartis de façon juste ? Et je n'imagine pas que cette question-là ne soit pas levée à l'intérieur. Non, mais je pense que le président de la République, c'est la vocation du courrier qui était le sien, c'était d'ouvrir le champ des possibles et le champ des interrogations. Il dit lui-même que aucune question n'est taboue. J'imagine bien qu'un certain nombre de ces questions, comme celle-là, seront levées par les Français. Mais je pense que la question de la justice fiscale et de la justice sociale, d'une certaine façon, elle n'est pas polarisée uniquement sur l'ISF. On a fait l'ISF pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est une manière d'envoyer un signal à ceux qui peuvent investir dans l'économie française pour faire en sorte qu'ils investissent dans l'économie française, qu'il y ait plus d'emplois qui soient créés, que l'économie française soit plus productive. Et donc c'est à ce regard-là qu'il faut le poser. Après, par ailleurs, qu'on pose la question de la justice fiscale en particulier, qui est la contribution de chacun à l'effort national et à la contribution de chacun à l'impôt national. Il n'y a pas que l'ISF comme outil, si vous me permettez. Et donc ça sera sur la table. Et c'est donc au travers de ces outils-là qu'on regardera comment on peut résoudre cette question, qui est une question effectivement, ça je le reconnais bien volontiers, très prégnante, pas seulement depuis 3 mois ou depuis 2 mois, mais dans la population française, c'est de savoir si chacun contribue selon sa faculté, comme on dit dans la Constitution, autant que je me souvienne. Et donc je pense que c'est un élément important. Denis Caro. Une question qui est très présente depuis le printemps, bien avant les Gilets jaunes, c'est celle du 80 km/h. Ça n'est pas évoqué non plus dans la lettre du président, ça n'est pas un sujet tabou non plus. Ça n'avait pas vocation à être dans une lettre de cette nature, me semble-t-il, c'est un certain nombre de mesures. Le 80 km/h, c'est depuis le 1er juillet 2018. Donc ça fait à peine 6 mois que le processus est à l'œuvre. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait à la fois savoir évaluer la mesure. Reconnaissons qu'au bout de 6 mois, c'est compliqué de pouvoir évaluer une mesure et la regarder posément. Et quand même, que cette mesure, elle n'a pas été faite. Alors, elle a été vécue, on ne va pas dire le contraire, par un certain nombre de Français, en particulier ceux qui vivent dans des territoires ruraux. J'y vis, donc je sais à peu près de quoi il peut retourner, il peut être question, comme une agression faite aux automobilistes ruraux. Mais il faut reconnaître aussi que c'est par des mesures comme ça, et elles sont souvent impopulaires. Je ne connais pas des mesures d'ordre de sécurité routière qui soient populaires. Je me souviens du permis à points, c'était au début des années 90. Je me souviens du grand plan qu'avait lancé le président Chirac. C'est des milliers de vies qui ont été épargnées, des milliers de vies qui ont été non brisées, si je peux dire. C'est aussi tous les blessés, le cortège des blessés. Et donc moi, je ne manierai pas ce genre de choses avec parfois un peu le simplisme avec lequel on le manie. Si il est avéré que ça permet d'éviter des morts sur les routes, eh bien, je pense qu'on sera tous à le saluer. Après qu'on puisse essayer de trouver une méthode qui permette de mieux faire comprendre comment ça s'est déroulé, peut-être qu'on a eu le sentiment que ça tombait d'en haut sans qu'il y ait une discussion territoriale, ok. Mais je pense que l'important, c'est de regarder l'objectif qui était le nôtre, c'est d'avoir moins de morts sur les routes. Et c'est sur ce critère-là qu'il faudra juger la mesure, me semble-t-il. Marc Fesneau, on parle des questions qui n'y sont pas, mais il y a une question qui est noire sur blanc. Oui. Alors justement, Sachant que, par exemple, à l'immigration. L'immigration apparaît noir sur blanc. Est-ce que poser ce sujet juste avant les européennes, c'est pas une façon un peu, opportuniste de faire concurrence à Marine Le Pen ?
Oh, je ne crois pas du tout. Alors, simplement, je voulais juste dire, pendant que je vous écoutais poser la question, dire que le président de la République a dit voilà la série de questions que moi je pense intéressantes posées sur la table. Il dit par ailleurs qu'il peut y avoir d'autres questions. C'est dire si le champ est ouvert, parce que je pense que dans un débat, il n'y a pas lieu de refermer le débat sur lui-même. Les Français sont assez, comment dirais-je, adultes politiquement, comme nous le sommes tous, pour faire en sorte de trier dans les questions sur l'immigration, qui seront celles devant nous. Alors pour ce qui est de la question de l'immigration, oui, mais vous voyez dans quel terme le président de la République le pose. Il le pose à la fois sous l'angle de la tradition d'asile, et il réaffirme la tradition d'asile de la France, en raffirmant un certain nombre de principes, les nécessités d'intégration. On voit bien qu'il y a des sujets d'intégration. Ce n'est pas la peine de les mettre sous la table. Et toi, il ouvre le champ en disant à quel moment et dans quel cadre on maîtrise cette immigration. C'était le débat que nous avons eu sur la loi asile-immigration. C'est pas malsain de la poser, cette question-là, dès lors qu'elle est posée dans les termes dans lesquels elle est posée par le président de la République. Il me semble que c'est des termes qui sont respectueux des uns et des autres, et d'eux qui ne nourrissent pas, à mon avis, le sentiment parfois les dérives. Il y en avait eu sur le débat sur l'identité nationale. Oui, mais là, on n'est pas sur l'identité nationale. On est sur quel est dans le cadre dans lequel on est, qui est un cadre d'ouverture et de terre d'accueil qu'est la France pour ceux qui sont frappés de, comment dirais-je, parfois de mort ou de risque de mort dans les États dans lesquels ils vivent. Et donc la tradition d'asile est réaffirmée. Le fait que nous soyons une terre d'immigration aussi, mais aussi les limites qu'il faut former à cela pour faire en sorte que ça soit acceptable par les uns et par les autres. Et moi, je pense que c'est une bonne façon de poser le débat. Denis Caro. Emmanuel Macron pose très précisément la question des échelons administratifs et des niveaux de collectivité locale. Est-ce qu'il faut réduire le millefeuille ? Les Français y répondront. Je pense qu'en tout cas, c'est une question qui est sur la table. C'est vrai, quand on croise les Français et qu'on parle avec eux de ces affaires-là de millefeuille, on est tous un peu paradoxaux. Tout le monde dit qu'il y a trop d'échelons, et quand on dit mais quel est l'échelon qui fait défaut, qui pose problème, personne n'ose ou ne veut dire lequel. C'est une bonne occasion de poser la question. Il y a 4 échelons de collectivité, disons 3, enfin plus un 4e avec les intercommunalités. C'est souvent interrogé. Et je pense que c'est bien que ça soit aussi l'occasion de dire qui fait quoi, parce que je pense qu'on a besoin de reclarifier le qui fait quoi. Vous, à titre personnel, vous supprimeriez quel échelon, le département, la région ? Moi, je vais vous dire, pour être très honnête, quand j'ai démarré sur ces questions-là, j'étais dans les associations d'élus, j'avais le sentiment qu'il y avait une interrogation à porter sur les départements. Ceci dit, les grandes régions telles qu'elles sont posées, elles posent la question d'un échelon intermédiaire entre les régions et les intercommunalités et les communes. Et je trouve que de ce point de vue-là, les départements ont un rôle important à jouer. Et donc je pense que ce n'est pas tant les échelons qu'il faut changer, c'est la répartition des compétences peut-être entre eux et la clarification des compétences. Ce dont on souffre, ce n'est pas forcément le trop d'échelons, ce dont on souffre, c'est le fait que ça soit illisible pour un certain nombre de gens. Et puis il y a des échelons invisibles, si je peux me permettre, parce qu'au travers, au-delà de ces 4 échelons, ce qui est déjà pas mal, puisque c'est une exception française, mais acceptons aussi que la France puisse avoir des exceptions dans le champ européen et que nous ayons notre propre identité administrative territoriale. Mais il y a des tas d'autres syndicats, des syndicats de pays, des syndicats dont on peut se demander, et qui s'interpénètrent les uns les autres, dont on peut se demander l'utilité. Mais c'est d'autres types d'échelons. Je pense qu'on n'a peut-être pas été assez loin pour essayer de rationaliser les choses et de faire en sorte que ça soit plus lisible pour les Français. Marc Fesneau, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, on est ici au Sénat. Le Sénat, la question du rôle du Sénat est dans cette lettre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut supprimer le Sénat selon vous ? Elle est posée dans les termes assez simples, qui est de dire comment réaffirmer le rôle du Sénat de représentant des territoires. Et je pense que c'est un rôle important et éminent. C'est la 2e chambre parlementaire. Elle a un rôle d'équilibre dans les institutions. Elle a un rôle d'équilibre en particulier par sa représentation territoriale. Le champ est ouvert. On ne va pas préempter le débat au moment où il démarre, si je peux me permettre de dire les choses ainsi. Vous connaissez mon attachement au Sénat, je pense qu'il a un rôle particulier pour porter la voix des territoires, porter la voix de l'aménagement du territoire. Et donc, il faudra regarder quelles peuvent être les voies qu'on peut trouver pour renforcer cette place éminente, me semble-t-il. Et toujours sur ce sujet, la dose de proportionnelle est à 15% dans le projet de loi. Vous en reparlez dans la lettre. Est-ce que vous, au MoDem, c'est un sujet qui vous est cher, vous souhaitez qu'on puisse réouvrir le sujet ? Le sujet, c'est pas qu'on puisse le réouvrir, il est réouvert puisqu'il est réouvert dans le champ des questionnements qui sont posés par le président de la République. Nous, il nous semble que le seuil de 15 n'était pas... Mais ouvrons-le au débat. Le seuil de 15 n'était pas suffisant pour représenter la diversité des sensibilités politiques. En même temps, il faut trouver un équilibre entre la proportionnelle qui permette de représenter plus largement un certain nombre de courants et en même temps le fait majoritaire qui doit s'imposer, parce que le fait majoritaire, ça permet aussi de stabiliser les institutions. Et dans le moment qu'on vit, c'est particulièrement utile. C'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui est notre invité politique ce matin. Alors ce débat national, Marc Fesneau, toute cette consultation, est-ce qu'elle doit se terminer par un référendum ? C'est une des voies offertes par la Constitution. Le président de la République a dit 2 choses dans son courrier, dans sa lettre. Il dit, 1, j'en tiendrai compte dans un certain nombre d'éléments et de politiques qui seront menés.
et deux, j'en rendre compte devant les Français. Il y a plusieurs voies. Il y a des voies parlementaires. Il y a un certain nombre de textes qui tiendront compte et qui tireront parti de ce qui aura été dit pendant le débat. C'est le sens d'ailleurs du fait que... Ça peut ne pas suffire. Ça peut ne pas suffire. Il y a des textes qui viendront peut-être et qui naîtront peut-être de ce débat parlementaire. Et puis il y a peut-être des sujets qui mériteront que nous puissions porter le sujet devant les Français. Le sujet institutionnel est un bon sujet pour questionner au travers du référendum. Mais je pense qu'il faut que les questions soient homogènes. On ne peut pas avoir un référendum à choix multiples. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, dans lequel nous listerions un certain nombre de questions. Je pense qu'il y a des choses qui relèvent de la loi et qui relèvent du réinvestissement de la... Contre le choix multiple. Vous êtes contre. Le trop de choix multiples, en tout cas. On ne peut pas avoir à la fois des sujets qui soient... D'ailleurs, je pense que le Conseil constitutionnel nous rappellerait à l'ordre, pour tout vous dire, sur ces questions-là. Il a toujours été vigilant à ce que la question référendaire soit monosujet, si je peux dire. Ça n'empêche pas qu'il y ait plusieurs questions, mais en tout cas monosujet. Mais la question référendaire est une question qui est ouverte, et moi je pense que ça peut être une voie pour remettre les Français en situation de décision sur un certain nombre de sujets. Denis Caro. Sur l'organisation du débat, Chantal Joanneau a jeté l'éponge. Comment les choses vont-elles être organisées? Qui va diriger le débat? On a vu que des référents allaient être nommés dans chaque département. Le Premier ministre va préciser un certain nombre de choses sous 48 heures pour dire les conditions du débat. La Commission nationale du débat public était présidée par Madame Joanneau, Chantal Joanneau, avait donné un certain nombre d'outils, un certain nombre de kits qui permettaient à ceux qui le voulaient de se saisir de la question. Il a été désigné des référents départementaux. Les référents, c'est plutôt pour être la courroie de transmission et faire en sorte que ceux qui cherchent le kit, qui veulent organiser des débats, trouvent quelqu'un auprès duquel ils puissent parler. Le Premier ministre précisera les choses. Je pense qu'il y a besoin... C'est les Français qui vont se saisir du débat. Donc il y a des outils qui vont leur être mis à la disposition des maires qui le veulent, à la disposition d'autres qui voudront interroger. Et puis il faut qu'il y ait des personnalités qui soient les garantes du débat et les garantes de la bonne tenue du débat. Non pas en tant que tel, simplement pour être ces garants-là, mais aussi pour être garant de ce qui sera dit, sera bien répercuté et dit à l'autorité exécutive. Et je pense que c'est ça qui compte. Alors justement, les maires, on leur demande d'avoir un rôle actif dans ce débat. Beaucoup sont assez réticents. Est-ce que vous ne les mettez pas d'une certaine manière dans un piège, les maires? C'est loin de nous la volonté de les remettre dans un piège. D'abord, il faut se rappeler qu'au mois de décembre, il y a un certain nombre d'associations d'élus, l'Association des maires ruraux de France, l'Association des petites villes de France, qui ont pris l'initiative d'ouvrir des cahiers de doléances en disant on veut prendre part au débat, on veut être une des courroies. Deux, tout le monde sait le rôle éminent des maires pour... j'ai été maire pendant 10 ans, pour nouer les dialogues, pour connaître leurs concitoyens, pour avoir été en capacité déjà d'avoir des débats sur leur territoire. Et donc, ils ont une image et un statut qui leur donne une forme de légitimité. Troisième chose, il n'est pas question pour eux de les mettre en situation de confrontation et de dire vous êtes responsable de quoi que ce soit ou responsable de tout. La question, c'est de faire en sorte qu'avec eux, le débat puisse se nouer, qu'ils soient des facilitateurs du débat. Et donc, ce n'est pas du tout un piège. Ceux qui le voudront, d'abord, il n'y a pas d'obligation. C'est pour dire si ce n'est pas un piège. Ceux qui le voudront organiseront le débat. Ceux qui ne le voudront pas, l'organiseront pas. Et le débat se nouera quand même dans leur commune. Marc Fesneau, Jean-Luc Mélenchon a tweeté que tout ça, c'était du grand bavardage. Je prends ces mots. Pourquoi? Parce qu'il fait référence, par exemple, à la dernière grande consultation qu'a lancée le gouvernement sur l'Europe, dont il n'est pas sorti grand-chose. Est-ce qu'il a tort sur ce point? Non, mais M. Mélenchon est en la posture permanente de refuser le débat et d'aller en permanence sur son seul choix, c'est ce qu'il appelle la révolution citoyenne ou l'insurrection populaire, je ne sais plus quels sont les termes et la terminologie qu'il emploie. Il est polarisé là-dessus. C'est son choix, c'est son droit. Moi, je le regrette parce que je pense qu'on a besoin je crois qu'il a fait un édito hier en disant qu'il y avait les deux France. Il n'y a pas deux France, il n'y a qu'une France. Nous sommes là pour essayer de rassembler les Français, pas les diviser. M. Mélenchon, il a fait œuvre et profession de division des Français. Nous, on pense qu'il faut rassembler tous les Français. Sans chercher des boucs émissaires, mais plutôt en cherchant des solutions. On est plutôt à chercher des solutions que chercher des boucs émissaires. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord avec le point de vue qui est le sien. Deux, il y a eu des débats européens. L'objectif, c'était plutôt de débattre du sujet européen. Qu'aurait-on dit si nous en avions produit un programme électoral? On aurait dit qu'on se serait servi des moyens de l'État pour bâtir un champ électoral. C'est bien que les Français aient débattu du champ européen sur les territoires, qu'il ait pu remonter des choses sur les territoires. Mais pour autant, c'est pas là que doit se nouer le débat européen. Le débat européen, il doit se nouer pendant la campagne européenne. Donc, je trouve que c'est des griefs inutiles. Et vous avez écouté Jordan Bardella hier, qui est la tête de liste du Rassemblement national. Il souhaite que le 26 mai au soir, c'est-à-dire le soir des Européennes, Castaner, le ministre de l'Intérieur, ait les larmes aux yeux, c'est ses mots, et que Benjamin Griveaux cherche ces mots sur les plateaux pour commenter leurs résultats. Une réaction? C'est une drôle de façon de faire de la politique. C'est une drôle de conception de la démocratie. La démocratie, ça n'est pas l'écrasement de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont à l'opposition. Mais ça révèle parfaitement ce qu'est l'état d'esprit
du Rassemblement national et de ceux qui le soutiennent. C'est une volonté de domination de l'un sur l'autre. Voilà, ça résume assez bien leur pensée, finalement. Ça révèle assez bien devant les Français ce qu'est leur volonté. Moi, j'ai pas envie que les Français qui gagnent viennent écraser ceux qui perdent. Mais c'est valable aux européennes comme c'est valable ailleurs. J'ai pas envie, quand une élection européenne, une élection nationale type présidentielle se déroule, que le vainqueur vienne écraser celui qui a perdu et que celui qui a perdu se trouve en situation de dire « je suis à côté » de ce qui vient de se dérouler. On a besoin de rassembler les Français, on n'a pas besoin ni de les faire pleurer, ni de les diviser. Denis Caro. Marc Fesneau, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, demande à la France de lui remettre les complices de Cesare Battisti, cet Italien qui vient d'être arrêté en Bolivie et qui a longtemps été protégé par la France. La France doit coopérer et doit répondre à la demande de Salvini. Enfin, il me semble qu'il faut regarder l'état de droit, et ce qui a été l'état de droit, c'est une ancienne et très longue histoire, cette affaire de ceux qu'on avait appelés des réfugiés politiques, puisque je crois que c'est François Mitterrand qui leur avait donné ce statut. C'est une affaire assez complexe parce que le temps a passé, on peut se dire après tout le temps a passé, mais la justice, sur des faits comme ça, elle a des difficultés à ne pas passer, parce que je pense que c'était des faits, pour un certain nombre, des faits de terrorisme, des faits très graves, qui ont lourdement assombri les perspectives italiennes pendant des années. Il faudra regarder de quelle nature sont les complicités, de quelle nature, et après on verra comment la justice est saisie. Mais il faut toujours que la justice passe, il faut respecter la justice de tous les États. Marc Fesneau, des violences en marge des manifestations des Gilets jaunes, des députés portent plainte pour agression, des journalistes aussi. Ils sont dans le même bateau, les politiques et les médias, dans cette affaire. Je crois que tout ce qui est une institution aujourd'hui est dans un, je ne sais pas si c'est un bateau, mais en tout cas est vilipendé par les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on a vis-à-vis les uns des autres. Je trouve que, à force d'avoir dit que la presse était à la solde de tel ou tel pouvoir ou de telle ou telle force économique, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'après on jette à la vindicte, ce qui est faux, et on jette à la vindicte populaire un certain nombre de gens. À force d'avoir dit que les élus de la République se fichaient, se moquaient des gens, les méprisaient, voilà ce que ça donne aussi après dans les esprits les plus faibles ou les plus violents. Et donc je pense que les responsables publics, dans des moments comme cela, ils doivent avoir une parole responsable. Et pas une parole de recherche des boucs émissaires, parce qu'après on se retrouve dans la situation absolument catastrophique, je le dis autant que je le pense, comme je le pense, de voir des journalistes poursuivis simplement parce qu'ils viennent relater des faits. Des parlementaires, simplement parce qu'ils sont parlementaires. Et vous voyez bien à quel point, à ce moment-là, la démocratie ne fonctionne plus. Parce que finalement, on empêche les uns et les autres de faire leur travail. Dans quelle démocratie on vit si jamais un journaliste ne peut plus dire ce qu'il pense et un parlementaire faire son travail? Ce n'est plus une démocratie, c'est ce qui s'appelle une dictature. Merci Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement, d'avoir été notre invité politique. Merci Denis Caro d'être venu de Nice, diriger la rédaction de Nice Matin. Merci Marcelo Westfred. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, quitte ce plateau. Au revoir, monsieur le ministre. Et font leurs entrées. Ils étaient là dans la première partie de cette émission. Hubert Coudurier, qui est le directeur de l'information du Télégramme, un grand journal breton, et président de TBO et TB Sud, les chaînes TNT de Bretagne. Et Jean-Louis Picot, qui est le rédacteur en chef du supplément Écho du Parisien. Merci Jean-Louis d'être là ce matin. Bonjour. Cette longue lettre aux Français, j'ai posé la question à Marc Fesneau de savoir si c'était une chance pour la France ou si c'était une opération de sauvetage. Je vous pose la même question. Moi, je pense que ça a quand même une vertu pédagogique. C'est pas seulement pour noyer le poisson. Ça va permettre de débattre et de rappeler un certain nombre de fondamentaux de la démocratie. Il a parlé au début de son intervention des 80 km/h qui ont suscité l'opposition, que vous savez. Qui ne sont pas, sont pas dans la lettre, mais juste un mot là-dessus. C'est un cadre. Qu'est-ce qui a fait que la mortalité routière a baissé en 15 ans de 15 000 morts par an à 3 000 ? C'est la limitation de vitesse en grande partie. Bon, de même sur les attaques de journalistes et de députés aux États-Unis, vous en venez, vous avez vécu longtemps aux États-Unis, vous savez bien qu'il y a un cadre, que la loi est très ferme, justement parce que c'est un pays violent. Eh bien, aux États-Unis, dans les meetings de Trump, on peut conspuer la presse, mais on n'agresse pas les journalistes. Donc il va falloir que ça cesse. Et je trouve que Marc Fesneau, à l'époque où finalement ça manque un peu de relais autour de l'exécutif, il a un ton juste, modéré, et il dit les choses. Et il va falloir quand même se battre pour le rappel d'un certain nombre de principes sur le mode de fonctionnement de la démocratie représentative. Jean-Louis Picot, ce débat national, toute cette consultation peut se terminer par un référendum, on n'en est pas sûr, peut se terminer par un référendum, mais selon le ministre des Relations avec le Parlement, il ne faut pas qu'il y ait de questions multiples si ça arrivait.
Oui, puis en plus, j'ai pas l'impression que Emmanuel Macron part dans cette direction. Au contraire, il dit bien sûr, le débat est là par définition pour échanger. Cependant, il n'est pas forcément question à terme qu'il y ait référendum ou encore moins élection. Je crois qu'il veut. Pourtant, c'est un peu ça qui est plébiscité, demandé par les Gilets jaunes dans cette consultation Oui, nationale. Entre ce que veulent les Gilets jaunes et ce que veut Macron, il y a quand même de l'espace jusqu'à présent. Est-ce que veut le peuple? Ouais. Alors, Les Gilets jaunes, c'est 80 000 c'est personnes. ce que vous écrivez dans votre éditorial. Vous faites une vraie différence entre ce que réclament les Gilets jaunes et ce que veulent les Français, au fond. Bah oui, parce que les Gilets jaunes, c'est 80 000 personnes qui manifestent de façon récurrente tous les samedis et qui s'érigent en volonté populaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc le référendum, pas plus que la dissolution, ne peuvent être écartés. Ce sont des outils de la Ve République et qui permettront peut-être à Emmanuel Macron de s'en sortir par le haut s'il est vraiment débordé. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Jean-Louis Picot. Ouais, je crois que le grand mérite de tout cela, de ces dernières semaines, de ces manifestations, quand même, alors effectivement, le ministre tout à l'heure disait, louait cette initiative d'organiser ce débat d'une ampleur sans précédent, etc. Le débat, il est là parce qu'il y a eu pendant plusieurs semaines une mobilisation jamais vue et donc il fallait bien que Emmanuel Macron prenne une initiative. Cependant, une fois qu'on a dit ça, c'est peut-être une chance aussi. Il y a une nécessité, on le voit bien, de réinventer quelque part ce pays, la manière dont il fonctionne, d'éliminer certaines inégalités que les gens ne supportent plus. Alors, il n'est pas question de dire tout va mal, on vit mal en France, rien ne va plus. C'est pas le cas. Le président de la République dit le contraire dans le début de sa lettre. Bien sûr. Non, mais il y a le catalogue des choses qui vont bien. Il y a des deux. Il y a des choses qui vont bien, voire très bien. Un pays solidaire. Mais vous avez toute une catégorie de gens qui sont mis sur le côté et qui ne peuvent pas s'en sortir à la fin du mois. Tant qu'on n'aura pas trouvé des réponses par rapport à ces gens, alors ça passe par peut-être une fiscalité redéfinie, réorganisée, mais c'est aussi au niveau de l'emploi. Et c'est le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas encore les moyens de présenter des résultats sur l'économie, sur la relance de l'économie, encore qu'on sur dise l'emploi. Que les chiffres s'améliorent. Oui, petit à petit, mais il n'a pas encore les chiffres forts pour dire « Regardez, ça y est, ça redémarre, ça va venir ». C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans sa lettre. C'est vrai. Non, mais sur la fiscalité, alors les Gilets jaunes se focalisent sur le rétablissement de l'ISF, dont Marc Fesneau dit on a supprimé l'ISF, comme partout ailleurs, pour faire revenir ou venir des investissements étrangers. Ça ne veut pas dire, comme le souligne Laurent Wauquiez dans une interview aux Échos la semaine dernière, qu'il ne faille pas faire enfin cette grande réforme fiscale. Il y a beaucoup trop de niches, c'est un système qui est inefficace. Vous voulez dire, la consultation nationale peut donner lieu à cette grande réforme fiscale? En parallèle, parce que je ne pense pas que ce soit les Français qui l'inventent sur un coin de table, mais il va bien falloir que le gouvernement apporte de nouvelles réponses. Finalement, les 10 milliards qui ont été distribués oui, mais vous posez un décembre, problème. ça n'a pas suffi. Est-ce que ce sera acceptable par les gens, au fond, que le gouvernement, que le président de la République oriente les débats pour aboutir à des résultats qu'il souhaite lui? C'est ça un peu ce qui est en question. Pour l'instant, on ne sait même pas s'il va pouvoir orienter. On se demande s'il va pouvoir à nouveau sortir dans le pays et retourner au contact avec les Français. Il est sorti quand même depuis quelques semaines. Oui, mais enfin la dernière fois c'était au Puy-en-Velay. Il y a eu une autre sortie, mais au Puy-en-Velay ça s'est très mal passé, rappelez-vous. Ce qui est clair aussi, c'est que c'est peut-être l'opportunité aussi qui est présentée aujourd'hui à notre pays, c'est que la démocratie telle qu'elle fonctionne, enfin justement, elle fonctionne plus vraiment. C'est-à-dire qu'on parlait de l'abstention lors des élections. Vous avez un président de la République qui est élu avec la moitié des gens qui ne vont pas voter. Et 24%. un an et demi après, vous avez des manifestations et des gens qui disent ça ne va pas. Donc, et des gens qui sont concernés et qui s'expriment. Et lui qui continue de dire j'appliquerai mon programme, le programme pour lequel j'ai été élu en plus. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver les moyens d'organiser les choses de façon à ce que les gens puissent s'exprimer, se faire entendre. Et là où il y a peut-être le plus gros défi, c'est ce manque de confiance. Et Macron conclut sa lettre en disant « en confiance ». C'est pas par hasard, parce que les gens n'ont plus confiance dans les politiques. Bien au-delà d'Emmanuel Macron, y compris dans les syndicats. Enfin, on le voit bien, c'est aussi des difficultés. Il n'a pas été... Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent. Aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent. Et même le vote populaire, il n'était pas acquis à M. Trump, mais à Mme Clinton. Hillary Clinton a fait plus de voix que
lui. La nouveauté, ce qui se passe là, qui est assez exceptionnel, c'est que finalement, nous, on a eu les Trumpistes avant le vote, contrairement à ce qui s'est passé en Hongrie, en Grande-Bretagne avec le Brexit, aux États-Unis. Donc, on a une période intermédiaire avant les élections présidentielles qui va être absolument passionnante pour voir si Emmanuel Macron est capable de transformer ce mouvement, de lui trouver une issue politique pour éventuellement éviter que l'alternance se fasse au profit de Marine Le Pen. Listez-nous les Trumpistes, selon vous. Non, mais si vous voulez, c'est un mouvement populaire, populiste, qui se manifeste, de gens qui travaillent, qui ont quand même du mal à joindre les deux bouts et qui en ont un peu marre de l'assistance généralisée. C'est une révolte antifiscale, il ne faut quand même pas se le cacher. Jean-Louis Picot. Alors, c'est vrai que bon, les gens en ont ras-le-bol de justement cette fiscalité qui les pénalise beaucoup trop, trouve-t-il. La réponse de Macron, c'est de dire, si on veut changer ça, il faut plus d'économie, plus d'activité des entreprises. Et encore une fois, je reviens à ce réduire que le gaspillage des dépenses publiques aussi. Aussi, mais tout ça est lié. Et donc lui, son raisonnement, c'est de dire, c'est la fameuse démarche du ruissellement, c'est-à-dire il faut créer de la richesse, il faut effectivement supprimer l'ISF parce que si on ne le fait pas, les investisseurs ne viendront pas. Donc ça commence par là. C'est vraiment deux façons de voir les choses. Puis surtout de réduire les dépenses publiques parce que, ou de les réorganiser. Il y a beaucoup de gaspillage et on sait très bien qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas à la fois donner plus et dépenser plus. Donc on est confronté quand même au principe de réalité. La démocratie horizontale, c'est le titre de votre édito du Télégramme ce matin. Et puis je rappelle le très bon dossier du supplément Écho du Parisien que vous dirigez, Jean-Louis Picot, aujourd'hui. C'est changer d'horizon, changer de vie avec la mobilité professionnelle. Voilà, si vous rêvez d'aller habiter dans les territoires ou si vous rêvez d'aller voir à l'étranger pour travailler, c'est intéressant et c'est plein d'espoir. Merci beaucoup. On passe au Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques hier au soir et aussi les autres matinales d'infos ce matin. A tout de suite, on se retrouve après. Dans la lettre que je m'apprête à écrire aux Français, j'expliquerai ce que je compte en faire. Elle sera publiée en début de semaine prochaine. Voilà. Le premier jour de la semaine prochaine. Il faut prendre le président au mot. Il veut un grand débat. En tout cas, il donne le sentiment de le vouloir. Eh bien, allons-y. Et justement, par la force du débat, faisons remonter toutes ces revendications qui existent et que nous connaissons, et donc donnons-nous l'occasion de porter ces messages jusqu'au plus haut. Les cahiers de doléances, je vous signale que c'était sous la monarchie parce qu'on n'était pas encore en République et qu'il y avait des moments autorisés et des sujets autorisés. Donc, le grand débat, c'est de la foutaise intégrale. Il n'y a pas un Français qui croit à cette comédie. Je vois qu'Emmanuel Macron fait durer le plaisir en faisant du teasing avec sa lettre, puis avec la mise en place de la commission. Tout ça pour nous démontrer qu'il est peut-être maître des horloges, mais j'ai pas l'impression qu'il soit maître de grand-chose en fait. Si le grand débat sert à ce que cette parole puisse s'exprimer et trouver des conclusions, alors il faut que ce grand débat puisse vivre. Si, en revanche, ce grand débat n'est fait que pour laisser la parole à ceux qui l'ont déjà, je pense qu'il ne suffira pas. Il y a une prise de conscience qu'il y a besoin davantage écouter. Écouter qui? Écouter les citoyens. Je crois qu'il y a une demande de participation aux choix qui les concernent de plus en plus importante, on le voit. Il y a une forme de fatigue démocratique et donc il faut essayer de remettre de l'essence dans le moteur d'une certaine manière pour que la démocratie soit plus vive. Un débat en principe permet d'aborder toutes les questions. On a compris que certaines seraient écartées, l'ISF, le CICE, celles qui au fond intéressent les Français. Et je crois même qu'il est peut-être instrumentalisé ce grand débat à des fins assez politiciennes parce qu'il va avoir lieu aussi pendant la campagne des européennes. Pas de questions interdites, mais des réponses déjà fermées, notamment sur la question de l'ISF. Alors effectivement, nous avons un souhait qui est de relancer l'économie, de vivifier l'emploi, ce qui est la condition première pour que la vie de la nation soit positive. Et donc pour cela, des mesures ont été prises, notamment en matière fiscale. Mais vous observerez que dans la lettre, il y a également le mot de recherche de la justice fiscale. Que faut-il faire pour que, au fond, l'impôt soit juste? Et donc il y a d'autres solutions qui sont possibles. Des économistes en ont proposé, les Français en suggèrent certainement. Attends rien, je n'y crois pas. Je pense que ça se vit comme un grand enterrement. Je pense que ça pourrait peut-être être surtout le grand flop d'Emmanuel Macron. Voilà, troisième partie de notre émission, dans un instant avec Territoire Sénat. A tout de suite.